L'Institut économique de Montréal lance aujourd'hui un cahier de recherche au sujet du sommet de Paris, dont l'objectif est de vulgariser les grandes notions relatives au changement climatique, comprendre les mécanismes discutés dans le contexte canadien et aussi fonder les choix de politique publique sur les faits les plus pertinents. On va parler de tout ça avec Yuri Chassin, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est difficile de se retrouver dans ce grand débat-là parce qu'on entend des choses d'un côté, des choses de l'autre. Tout le monde invoque des preuves scientifiques ou des éléments scientifiques. Il y a bien des questions. Il y a les questions économiques dont il faut tenir compte. Donc, l'idée du guide, je comprends bien, c'est de nous aider à voir tout clair. De démêler tout ça ouais. Et d'aller aux sources. Donc, il y a des sources bien établies, crédibles, notamment le GIEC, notamment l'ONU, notamment l'Agence internationale de l'énergie. Donc, c'est des organismes qui compilent de très bonnes données. Et on voulait rendre ça simple, finalement, accessible à tout le monde. Alors, le cahier qu'on fait paraître aujourd'hui, c'est vraiment un guide pratique. Ça commence par 20 questions-réponses avec des graphiques qui montrent où on en est à l'heure actuelle. Et à partir de ces données-là, finalement, on peut avoir un meilleur portrait pour se faire une idée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels principes on peut suivre? Il n'y a pas de recommandations explicites dans ce cahier-là. Le but, c'est vraiment de faire comprendre, mais on donne un certain nombre de principes à respecter qui fonctionnent bien. C'est le premier chapitre, ça, 20 questions, du changement climatique en 20 questions et réponses. Exact. Et ce qui est important, c'est les sources de vos informations. Parce qu'on entend souvent quelqu'un dire, qu'il soit pour ou contre tel ou tel projet, dire selon une étude. Oui, mais quelle étude? Exactement. De qui? Est-ce qu'elle est crédible et tout ça? Ça, vous avez fait une attention particulière de ce côté-là, d'arriver avec des choses qui sont incontestables. On a une bibliographie volumineuse pour montrer, dans le fond, toutes nos sources et être très transparent là-dedans parce qu'effectivement, il y a différentes argumentations, disons, scientifiques. Là. Il faut rester assez studieux pour bien comprendre là où on en est à l'heure actuelle dans les connaissances scientifiques. Même si c'est pas toujours certain, ça donne une bonne idée. Et c'est illustré avec des tableaux aussi qui nous donnent une idée du problème. Par exemple, il y a un tableau qui nous parle du pourcentage des émissions mondiales de GES par pays. On le voit à l'écran. Bon, ça nous donne une idée quand on parle de la Chine, hein, la Chine qui doit qui est le premier faire sa part. Exact. C'est le premier émetteur. Alors, ils sont à 24 %. C'est considérable. C'est le pays qui en émet le plus. On voit aussi qu'ils sont devant les États-Unis et même loin devant les États-Unis. Là, on voit un graphique, en fait, où tous les pays qui émettent plus de 2 % des émissions mondiales sont illustrés. Le Canada, nous, on est à 1,59 %, donc on est dans le reste du monde. Mais ça montre aussi que les pays en développement sont de grands émetteurs. Donc, on a vu la Chine, mais il y a l'Inde, il y a le Brésil. Et ces pays-là n'étaient pas impliqués dans Kyoto de la même façon qu'ils sont impliqués à Paris. Alors, c'est aussi la difficulté d'avoir plus que le club select des pays développés, d'avoir aussi des pays en développement qui sont des émetteurs importants de GES. Ça cause le problème du réchauffement climatique, donc ils doivent aussi mettre un peu la main à la pâte. Oui, c'est ça la question. Et eux vont dire que ça va retarder notre développement économique parce que ça coûte cher faire ça et on va entendre ces arguments-là. J'aime beaucoup aussi le chapitre qui porte sur les mesures gouvernementales et leur efficacité parce que c'est beau avoir des bonnes intentions, mais il faut que ça soit efficace. Et regardons donc les résultats. Alors, évidemment, on a analysé différentes politiques. Il y a des politiques qui sont intéressantes, au moins sur le plan théorique. Le marché du carbone du Québec, la taxe sur le carbone en Colombie-Britannique, où on a baissé les impôts pour équilibrer, pour ne pas appauvrir les citoyens, les contribuables. Alors, il y a des solutions intéressantes. En pratique, on a vu qu'il y a des obstacles. Il y a un certain nombre de défis qui ne sont pas toujours évidents. Par exemple, on exclut l'agriculture, on veut protéger ce secteur-là. Pourtant, c'est un secteur qui émet beaucoup de GES aussi. Et il y a d'autres solutions qui sont mises en place, comme, par exemple, les subventions pour l'achat de véhicules électriques, pour la production d'énergie renouvelable ou pour l'éthanol. Ça, c'est des politiques qui, dans leurs résultats, donnent très peu vraiment d'avancées. On ne réduit pas beaucoup les gaz à effet de serre et ça coûte très cher. On voit aussi que le contexte on se reportait Canada... à penser que c'est très efficace, mais là, vous dites... Mais non, c'est ça. Et ça, c'est bien reconnu. C'est largement documenté. Et on voit aussi qu'il y a un contexte qui est difficile pour les gouvernements. C'est que les gens payent déjà beaucoup de taxes sur l'essence. On parle de 22 milliards, près de 22 milliards par année au Canada.
On paie ça à tous les gouvernements. Au Québec, on paie la taxe de 19,2 sous. À Montréal, on est coincé, on ne peut pas ajouter plus. Alors, c'est difficile d'aller dans cette voie-là aussi parce que, vraiment, on fait déjà un effort considérable. Où est-ce qu'on se procure ce cahier? Parce que c'est particulièrement intéressant. Oui. On va en avoir besoin de comprendre ce qui se passe à ce sommet en Europe prochainement. Là. Donc, je vous invite à aller sur le site www.iedm.org. C'est simple et vous allez avoir toute la documentation. On espère que ça vous servira à tout le monde. Merci beaucoup, M. Chassin. Ça fait plaisir.